L'Iran attaque Israël après l'échec des Arabes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers abonnés et passionnés de géopolitique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager cette vidéo, car aujourd'hui nous allons décortiquer un événement qui pourrait changer la donne au Moyen-Orient. Votre interaction nous aide à continuer ce travail d'analyse indépendant et approfondi. Une attaque qui bouleverse le Moyen-Orient. Oui, ce n'est pas une exagération. L'Iran a franchi une étape décisive en lançant une offensive directe contre Israël. Une décision qui choque, qui surprend et qui fait trembler les grandes puissances mondiales. Pour comprendre l'ampleur de ce tournant, il faut revenir sur des décennies de rivalité et d'affrontements indirects entre ces deux puissances régionales. Depuis la révolution islamique de 1979 en Iran, Téhéran et Tel Aviv n'ont jamais eu de relations officielles. Au contraire, la rhétorique de confrontation s'est intensifiée année après année. Les deux nations se sont livrées à une guerre de l'ombre, cyberattaques, assassinats ciblés, soutien à des groupes armés, bombardements limités en Syrie et au Liban. Jamais jusqu'ici l'Iran n'avait franchi la ligne rouge d'une attaque assumée contre Israël. Ce qui se joue aujourd'hui est donc sans précédent. Mais cette escalade n'est pas sortie de nulle part. Elle est le fruit d'un long processus où la question palestinienne, la compétition régionale et les alliances stratégiques ont façonné un climat explosif. L'Iran se présente comme le défenseur des causes arabes, en particulier celle de la Palestine, tandis qu'Israël consolide ses alliances avec certains pays du Golfe à travers les accords d'Abraham. Une normalisation qui a isolé davantage l'Iran et l'a poussé à riposter sur le terrain symbolique et militaire. Et les pays arabes dans tout ça, ils ont tenté, à plusieurs reprises, d'intervenir comme médiateurs. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et même l'Égypte ont multiplié les initiatives diplomatiques pour éviter une guerre ouverte. Mais leurs efforts se sont heurtés à deux obstacles majeurs, des divisions internes profondes et des intérêts stratégiques contradictoires. Pendant que certains cherchaient à se rapprocher d'Israël pour des raisons économiques et sécuritaires, d'autres, comme l'Algérie, restaient fermement opposés à cette normalisation. Résultat, aucune position unifiée, aucune stratégie commune. Aujourd'hui, l'échec de cette diplomatie arabe est flagrant. La crise a franchi un seuil que personne ne semble pouvoir contrôler. Alors pourquoi cette attaque change-t-elle tout? Parce qu'elle redessine les lignes rouges, remet en question les équilibres régionaux et force les grandes puissances à se positionner. Dans les prochaines minutes, nous allons analyser ensemble les raisons de cette attaque iranienne, comprendre pourquoi les médiations arabes ont échoué, et surtout, décrypter les conséquences mondiales de ce choc géopolitique. Restez bien jusqu'à la fin, car nous vous révélerons les scénarios possibles pour les jours à venir et leurs impacts sur l'avenir du Moyen-Orient et du monde. Abonnez-vous dès maintenant, car ce qui se joue sous nos yeux est peut-être le début d'une nouvelle ère. Les raisons de l'attaque iranienne. L'Iran n'a pas pris cette décision à la légère. Derrière cette offensive se cachent plusieurs facteurs stratégiques et politiques. Pressions internes, une bombe à retardement. Depuis plusieurs années, l'Iran fait face à une crise économique profonde aggravée par les sanctions américaines. L'inflation galopante, la dépréciation de la monnaie et la colère sociale fragilisent le régime. Dans ce contexte, l'attaque contre Israël sert à détourner l'attention, galvaniser la population et renforcer le sentiment nationaliste. Le pouvoir iranien joue sa survie politique à travers cette escalade. Escalade militaire et provocation. Ces derniers mois, la tension a atteint un niveau inédit. Attaques de convois militaires en Syrie, frappes israéliennes sur des positions iraniennes, assassinat de scientifiques nucléaires iraniens attribués au Mossad. Chaque coup appelait une riposte. Téhéran a décidé de frapper fort, non plus par procuration mais directement, avec des drones et des missiles, envoyant un message clair. L'Iran est prêt à en découdre. La carte palestinienne, prétexte aux convictions. La cause palestinienne reste un pilier du discours iranien. L'attaque est présentée comme une réponse aux agressions israéliennes à Gaza et en Cisjordanie. Mais derrière cette rhétorique se cache aussi un calcul, reprendre le leadership du camp anti-Israël dans le monde musulman et s'imposer comme le défenseur ultime de Jérusalem, face à des pays arabes accusés de trahison. Les alliés de l'ombre. L'Iran n'agit jamais seul. Ses réseaux régionaux, notamment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak et en Syrie, jouent un rôle clé. Cette attaque s'inscrit dans une stratégie coordonnée. Encercler Israël par une « ceinture de feu » pour multiplier les fronts et disperser ses forces. Une logique de guerre hybride assumée.
Objectif stratégique, dissuasion et prestige. En attaquant Israël, l'Iran cherche à restaurer sa crédibilité stratégique. Téhéran envoie un message aux États-Unis et à ses rivaux arabes. Nous ne reculerons pas. Cette démonstration de force vise à dissuader toute attaque contre son territoire et à renforcer son statut de puissance incontournable dans la région. L'échec des Arabes. Pourquoi la médiation n'a pas fonctionné? Alors que la tension entre l'Iran et Israël atteignait son paroxysme, le monde arabe espérait incarner un facteur de stabilité et jouer un rôle de médiateur. Mais ses ambitions se sont heurtées à la réalité d'un bloc profondément divisé, miné par des rivalités internes et des intérêts stratégiques contradictoires. Cet échec diplomatique n'est pas seulement un détail dans la crise actuelle, il en est l'un des catalyseurs. Des initiatives diplomatiques dispersées et tardives. Dans les semaines précédant l'attaque, plusieurs capitales arabes ont tenté des approches diplomatiques pour prévenir l'escalade. L'Arabie saoudite, soucieuse de poursuivre ses négociations de normalisation avec Israël, a multiplié les contacts discrets avec Washington et même Téhéran. Les Émirats arabes unis, habitués à une diplomatie agile, ont ouvert des canaux de discussion parallèles avec les deux parties. L'Égypte, fidèle à son rôle historique de médiateur régional, a proposé un dialogue multilatéral pour apaiser les tensions. Mais ces initiatives, bien que multiples, ont échoué pour une raison simple, elles manquaient de coordination. Chacun agissait seul, selon ses priorités nationales. Aucun plan commun, aucune vision collective. L'Iran a perçu ces démarches comme des gestes symboliques sans réelle capacité de pression, et Israël n'y a vu qu'un signal faible. Des divisions internes paralysantes. Le monde arabe est plus fragmenté que jamais. Deux blocs se font face. Le camp de la normalisation, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, rejoint progressivement par l'Arabie saoudite, mise sur les bénéfices économiques et sécuritaires des accords d'Abraham. Le camp du refus, Algérie, Irak, Syrie, qui s'oppose fermement à tout rapprochement avec Israël au nom de la cause palestinienne. Cette fracture est profonde et ne cesse de s'élargir. Pendant que certains pays consolident leur partenariat sécuritaire avec Tel Aviv, d'autres dénoncent une trahison. Résultat, aucune position unifiée et par conséquent, aucune capacité à peser sur la scène diplomatique. Les accords d'Abraham, entre pragmatisme et fracture arabe. Ces accords, signés en 2020, ont bouleversé les équilibres régionaux. Pour les monarchies du Golfe, ils représentent une opportunité stratégique, accès aux technologies israéliennes, coopération sécuritaire, ouverture à de nouveaux marchés. Mais pour l'Iran, ils sont synonymes de menaces existentielles. Et pour une partie du monde arabe, ils incarnent la normalisation avec l'ennemi historique, provoquant des tensions idéologiques et populaires. Loin de rapprocher les nations arabes, ces accords ont renforcé la logique de bloc contre bloc. Pendant que les uns serrent la main de Tel Aviv, les autres s'affichent avec Téhéran, créant un paysage diplomatique éclaté où toute initiative collective devient impossible. L'Algérie, le dernier rempart anti-normalisation. Dans ce contexte, l'Algérie s'impose comme la voie la plus ferme contre la normalisation. Fidèle à sa position historique, Alger refuse tout compromis avec Israël et appelle à une solidarité arabe autour de la cause palestinienne. Elle plaide pour une solution politique basée sur le droit international, mais son influence reste limitée face au poids économique et diplomatique des monarchies du Golfe. Cette posture isolée, bien qu'honorée par une partie de l'opinion arabe, souligne l'incapacité collective à parler d'une seule voix. Une impuissance qui ouvre la voie à la confrontation. En résumé, le monde arabe a échoué parce qu'il est divisé, fragmenté par des intérêts contradictoires et incapable d'adopter une stratégie commune. Cet échec n'est pas seulement diplomatique, il est symbolique. Il traduit la perte d'influence collective sur les affaires régionales, laissant le champ libre à l'Iran et à Israël pour dicter leur propre logique d'affrontement. La conséquence est claire, la guerre n'a pas trouvé de contrepoids arabe crédible. Et cette absence de médiation efficace a ouvert la voie à l'escalade que nous observons aujourd'hui. Les répercussions mondiales. Cette attaque iranienne contre Israël dépasse largement le cadre d'un simple affrontement bilatéral. Elle agit comme une onde de choc, secouant la scène internationale, redessinant les équilibres régionaux et menaçant la stabilité économique mondiale. Voici pourquoi ce conflit pourrait avoir des conséquences planétaires. Réactions immédiates des grandes puissances. Dès l'annonce de l'attaque, les États-Unis ont réagi avec fermeté. Washington a convoqué en urgence son Conseil de sécurité nationale, affirmant son soutien indéfectible
à Israël. Des renforts militaires américains ont été dépêchés en Méditerranée orientale, notamment des porte-avions et des batteries antimissiles. L'objectif, dissuader l'Iran et ses alliés d'aller plus loin. La Russie, de son côté, adopte une posture ambiguë. Moscou condamne l'escalade mais pointe du doigt les provocations israéliennes et le rôle des États-Unis dans la montée des tensions. Derrière ce discours, la Russie voit une opportunité de fragiliser l'axe américano-israélien tout en consolidant ses liens avec Téhéran. La Chine, fidèle à sa stratégie prudente, appelle au dialogue et au respect de la souveraineté. Mais son inquiétude se concentre ailleurs, la sécurité énergétique. Pékin, grand consommateur de pétrole iranien, craint un effondrement des approvisionnements qui viendrait aggraver la crise économique mondiale. Impact sur le marché énergétique, une bombe à retardement. Le Moyen-Orient reste le cœur énergétique du monde. Une guerre ouverte entre l'Iran et Israël ferait flamber les prix du pétrole et du gaz. Dès les premières heures de l'attaque, le baril a bondi sur les marchés internationaux, atteignant des niveaux historiques. Les investisseurs redoutent surtout un blocage du détroit d'Ormuz, par au transit près de 20% du pétrole mondial. Les pays importateurs comme l'Inde, la Chine et l'Europe sont en alerte maximale. Une crise énergétique prolongée pourrait plonger des économies fragiles dans la récession, tandis que l'inflation mondiale exploserait. Ce scénario rappelle les chocs pétroliers des années 1970, mais dans un contexte déjà tendu par la guerre en Ukraine et la rivalité sino-américaine. Un risque de guerre régionale élargi. L'attaque iranienne pourrait déclencher un effet domino. Israël, soutenu par les États-Unis, pourrait répondre massivement, frappant non seulement l'Iran mais aussi ses alliés régionaux. Hezbollah au Liban, milices en Syrie et en Irak, Houthis au Yémen. Ces derniers pourraient riposter en frappant des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite ou aux Émirats, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Un tel scénario embraserait le Moyen-Orient, impliquant indirectement des puissances mondiales et provoquant une fragmentation géopolitique sans précédent. Nous ne serions plus dans une guerre par procuration, mais dans une confrontation régionale majeure. Conséquences pour les alliances, OTAN, BRICS et monde arabe. Cette crise teste la cohésion des alliances internationales. L'OTAN est divisée. Si Washington soutient Israël sans réserve, certains alliés européens redoutent une escalade incontrôlable et ses répercussions économiques. Du côté des BRICS, la Chine et la Russie pourraient profiter de cette crise pour renforcer leurs liens avec l'Iran et présenter leur bloc comme une alternative face à l'Occident. Téhéran, récemment intégré dans des formats proches des BRICS, pourrait obtenir un soutien politique accru, voire des livraisons d'armements sophistiqués. Quant au monde arabe, il se retrouve dans une posture inconfortable. Soutenir Israël fragiliserait les gouvernements auprès de leurs opinions publiques, tandis qu'ignorer la menace iranienne mettrait en danger leurs propres intérêts sécuritaires. Une impasse diplomatique totale. L'ONU, spectateur impuissant. Face à l'urgence, le Conseil de sécurité s'est réuni d'urgence pour constater son incapacité à agir. Les vétos croisés des grandes puissances paralysent toute résolution contraignante. Cette impuissance renforce le sentiment que le système multilatéral est dépassé par les crises contemporaines. Pendant ce temps, la guerre se rapproche, inexorablement. Cette section montre que nous ne parlons pas d'un conflit isolé mais d'une crise systémique, capable de bouleverser l'économie mondiale, les alliances stratégiques et l'ordre international. Mais la question centrale demeure, jusqu'où cela peut-il aller? Quels scénarios nous attendent dans les prochains jours? Scénario d'avenir et conclusion choc. Après avoir analysé les causes et les conséquences, une question cruciale se pose. Que va-t-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios se dessinent, chacun porteur de risques majeurs pour la région et pour le monde. Scénario 1, la guerre totale entre l'Iran et Israël. C'est le scénario le plus redouté. Si Israël décide de répondre par des frappes massives contre les infrastructures stratégiques iraniennes, nucléaires, militaires, Téhéran réagira sans retenue. Une telle spirale entraînerait l'ouverture de plusieurs fronts. Le Hezbollah déclencherait des attaques depuis le Liban. Les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie multiplieraient les frappes contre des bases israéliennes et américaines. Les Houthis au Yémen pourraient viser des cibles pétrolières dans le Golfe. Ce scénario signifierait l'effondrement de toute stabilité régionale, avec des conséquences économiques et humanitaires catastrophiques. Scénario 2, l'intervention des grandes puissances. Si le conflit menace de dégénérer, les États-Unis pourraient intervenir directement, aux côtés d'Israël, par des frappes aériennes et navales contre l'Iran. Une telle implication entraînerait probablement une réaction des alliés de Téhéran, la Russie,
et dans une moindre mesure, la Chine. Moscou pourrait accroître son soutien logistique et diplomatique à l'Iran pour affaiblir l'Occident, tandis que Pékin, sans s'engager militairement, utiliserait la crise pour renforcer ses liens énergétiques avec Téhéran. Cette logique mènerait à une guerre par bloc, une sorte de nouvelle guerre froide avec un risque d'affrontement indirect entre puissances mondiales. Scénario 3. Le retour à la diplomatie, sous médiation algérienne ou neutre. Malgré le climat explosif, certains pays pourraient tenter de jouer la carte de la médiation. L'Algérie, fidèle à sa position de refus de la normalisation et à son rôle de défenseur des causes arabes, pourrait proposer une conférence internationale. Ce scénario impliquerait aussi l'ONU, bien que paralysée jusqu'ici, et des acteurs comme la Turquie ou le Qatar, déjà actifs dans les négociations régionales. Cependant, pour que la diplomatie réussisse, il faudrait un cessez-le-feu immédiat et des garanties crédibles pour les deux parties, ce qui reste peu probable à court terme. Conclusion choc. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Chaque heure qui passe rapproche la région d'un point de non-retour. Ce qui a commencé par une attaque ciblée pourrait se transformer en une guerre régionale d'une ampleur inédite, avec des conséquences mondiales incalculables. Pour comprendre ces dynamiques, pour anticiper les prochains mouvements et ne rien rater de cette évolution historique, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche, partagez cette analyse. Ce n'est pas une simple actualité, c'est un moment charnière qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. La différence avec les initiatives précédentes est flagrante. Là où l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis imposaient des conditions orientées, et où la Ligue arabe parlait sans agir, l'Algérie propose une solution endogène, respectueuse des équilibres locaux et sans prétention hégémonique. Ce respect de la souveraineté est ce qui a convaincu les deux camps, épuisés par des promesses creuses et des pressions contradictoires. Les réactions internationales ne se font pas attendre. Le secrétaire général de l'ONU salue une médiation exemplaire, menée dans la discrétion et l'efficacité. Le président de la Commission de l'Union africaine parle d'un modèle de diplomatie panafricaine fondé sur le dialogue réel et non sur les injonctions étrangères. Même en Europe, plusieurs voix soulignent le rôle stabilisateur joué par Alger. Un rapport interne du Service européen pour l'action extérieure, divulgué par un média belge, affirme que l'Algérie émerge comme un acteur incontournable dans la gestion des crises africaines. Du côté de la Chine et de la Russie, qui cherchent à renforcer leur influence en Afrique, l'initiative algérienne est perçue avec respect. Pékin propose un soutien financier au processus de reconstruction, tandis que Moscou évoque un appui logistique à la force africaine chargée de sécuriser les corridors humanitaires. Mais Alger veille à préserver son autonomie diplomatique. Aucun appui extérieur n'est accepté sans l'accord des parties soudanaises. Sur le terrain, les premiers signes de soulagement apparaissent. À Port-Soudan, des convois humanitaires bloqués depuis des mois parviennent enfin à entrer. À Khartoum, malgré la tension, un calme relatif s'installe. Dans les zones rurales, les populations commencent à retourner dans leurs villages. Les témoignages locaux sont poignants. Un chef de quartier à Niala déclare « Ce sont les Algériens qui ont écouté nos demandes, pas ceux qui veulent faire la paix pour les caméras. » Une infirmière à El Geneina confie à une radio locale « On retrouve un peu d'espoir. On voit que quelqu'un nous respecte. » Ce respect, cette absence de condescendance, est la clé du succès algérien. Alger n'a pas cherché à briller, mais à servir. C'est ce qui distingue cette médiation des gesticulations diplomatiques de certaines puissances du Golfe. Cette approche est aussi saluée dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine. La population, profondément attachée à la solidarité africaine et à la justice des peuples, voit dans cette victoire une confirmation que l'Algérie peut incarner une nouvelle voie. Rien n'est encore définitivement gagné. Le processus de paix soudanais est fragile, menacé par les seigneurs de guerre, les jeux d'influence et les ambitions extérieures. Mais l'Algérie a ouvert une brèche, une alternative. Elle a rappelé qu'il existe une manière digne, équilibrée et efficace de faire de la diplomatie. Cette réussite n'est pas simplement une victoire algérienne. C'est une leçon pour le monde arabe, pour l'Afrique et pour toutes les puissances qui ont confondu leadership avec domination. Dans la dernière section, nous verrons comment cette percée diplomatique transforme les équilibres régionaux et comment l'Algérie, en sortant de son silence stratégique, devient peut-être la nouvelle force stabilisatrice du continent. Conséquences régionales, l'Algérie, nouvelle puissance stabilisatrice. L'intervention réussie de l'Algérie dans la crise soudanaise ne constitue pas seulement un exploit diplomatique isolé.
Elle marque un tournant géopolitique majeur dans la région. Alors que le monde arabe est miné par les rivalités, les ingérences et les désillusions populaires, l'Algérie s'impose comme une puissance stabilisatrice, sobre, méthodique, respectée, redéfinissant les règles du jeu régional. Cette réussite n'est pas passée inaperçue. Dans la presse africaine, le nom d'Alger revient désormais aux côtés des grandes capitales diplomatiques. Au Nigeria, au Kenya ou au Sénégal, de nombreux éditorialistes saluent la méthode algérienne. Une diplomatie de terrain, respectueuse des peuples et libérée des calculs néocoloniaux. Le journal nigérien Le Sahel écrit « L'Afrique a besoin de moins de donneurs d'ordre et de plus d'alliés sincères. L'Algérie a montré la voie. » À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, plusieurs diplomates confient que l'Algérie est désormais perçue comme le contrepoids crédible aux puissances du Golfe et aux tutelles occidentales. Sur le plan diplomatique, l'influence de l'Algérie s'étend. À l'ONU, son rôle dans le dossier soudanais renforce sa légitimité à revendiquer un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité. La présidence tournante de l'Union africaine, à laquelle Alger prétend désormais ouvertement, semble à portée de main. Dans les coulisses, plusieurs États d'Afrique de l'Est proposent à l'Algérie d'élargir son rôle de médiatrice à d'autres conflits, comme au Tigré ou au Sud-Soudan. À travers ce redéploiement stratégique, l'Algérie consolide un positionnement de force de paix africaine. Mais au-delà des sphères diplomatiques, c'est le soft power algérien qui connaît une ascension remarquable. Le pays met en place une aide médicale d'urgence à destination des zones sinistrées, envoie des équipes de reconstruction et propose des formations pour les diplomates africains en matière de résolution pacifique des conflits. Plusieurs accords bilatéraux sont signés avec le Tchad, le Niger, le Soudan et même la République centrafricaine, dans des domaines allant de la sécurité à l'agriculture. Ces partenariats, construits sur l'égalité, contrastent avec les relations verticales imposées par d'autres puissances. Ce nouveau rayonnement inquiète. La France, ancienne puissance coloniale et acteur historiquement influent au Sahel, observe cette montée en puissance avec une certaine gêne. Paris voit se refermer son champ d'influence traditionnel, déjà réduit depuis les échecs militaires au Mali et au Burkina Faso. Des médias français évoquent en sourdine un activisme diplomatique algérien préoccupant. En réalité, ce qui dérange, c'est la légitimité populaire et régionale dont jouit l'Algérie, là où d'autres n'ont plus qu'un crédit moral épuisé. Les Émirats arabes unis, quant à eux, perçoivent la diplomatie algérienne comme un obstacle à leur projet de projection d'influence dans la Corne de l'Afrique. Leur politique fondée sur le soutien à des factions armées et la militarisation de la diplomatie est remise en cause par l'exemple algérien qui privilégie le droit, la concertation et le multilatéralisme. Des think tanks du Golfe appellent discrètement à limiter la contagion algérienne, craignant que cette nouvelle école diplomatique ne séduise d'autres pays du Maghreb ou de la bande sahélienne.